très informatif, c'est le vrai fondement pur du fascisme, parce que le fascisme a été dévoyé par le fait qu'on l'a collé au nazisme. Du coup, c'est devenu un gros mot. Mais le fascisme originel à l'italienne, que vient de mentionner Dario, et qui a eu lieu aussi en Espagne via Franco, ça n'a rien à voir avec le nazisme, et ce sont des régimes viables, et même ce sont des régimes qui ont rendu service à leur pays. Bien sûr, et Salazar, on ne dira jamais assez tout le bien qu'il a fait au Portugal, surtout à la fin. Alors, ça c'est de la réponse, tu peux être content. Alors, on a... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Nartin Eden. Et aujourd'hui, vous m'excuserez, j'ai une voix un peu enrouée. Je suis un peu malade, mais on va continuer la lecture du que sais-je sur les fascismes, sur le fascisme italien. Et là, on va parler de l'évolution du fascisme. L'évolution du fascisme qui est, comment dirais-je, extrêmement important parce que le fascisme était, vu que c'est une idéologie politique essentiellement démagogique et mystique, effectivement la réalité du fascisme dominé n'est pas vraie, enfin n'est pas celle du fascisme dominant. Voilà, c'est quand il est dominé, il se martyrise, il se victimise, et quand il est au pouvoir, là c'est une toute autre tisane. Enfin bref, on y arrive. D'ailleurs, le livre c'est Le fascisme en action de Robert Paxton, qui est très bon d'ailleurs sur ce sujet, que je mettrai dans la description. N'hésitez pas à aller le commander, à aller le lire. À l'occasion, je parlerai de ce bouquin. Enfin voilà, ça fait partie des 1001 bouquins que je devrais parler, mais que j'ai pas le temps, etc. Vous connaissez les bails, allez le lire. L'évolution du fascisme italien. Le fascisme n'est pas sorti tout armé du cerveau de Mussolini, pas plus que contexte favorable dont il est issu. Il a évolué non selon une ligne fixe prévue par son fondateur, mais ballotté au gré des événements, souvent sur la défensive, sinon aux abois. La première phase, entre 1922 et 1925, est marquée par la prudence et l'incertitude. Mussolini a formé un gouvernement avec des militaires connus, des conservateurs, des démocrates chrétiens et seulement 4 fascistes. Selon Togliatti, seule la pression du Vatican l'aurait empêché d'élargir son ministère jusqu'aux socialistes. Il faut voir la gueule des socialistes, je pense. Le programme du gouvernement est proche de celui de Nitti en 1919. Le fascisme n'a pas encore dévié entièrement de la voie démocratique, s'il l'a vicié. La loi électorale de Giacomo Acerbo est votée par la Chambre des députés par 178 voix contre 158. Elle accorde 2/3 des élus à la liste qui emporte 25% des voix. Mais la campagne électorale du 6 avril 1924 est faussée par des violences et une tactique d'intimidation du fait des fascistes. Aussi bien remportent-ils 356 sièges. On dirait des fascistes qui intimident, comme c'est bizarre. Cependant, en Ligurie, au Piémont, en Lombardie, en Vénétie, leurs listes n'obtiennent que 1 994 000 contre 1 317 000, à celle des antifascistes. Ceux-ci n'ont donc pas perdu la partie, surtout qu'après l'assassinat du député socialiste Matteotti, tiens, je croyais que c'était vraiment social, ah tiens, ça bute des socialistes, enfin bref, en juin 1924 par des squaristes trop zélés, et provoqué une véritable crise de régime. Beaucoup de sympathisants, Benedetto Croce, l'aile gauche de la démocratie chrétienne, rompent avec Mussolini. Mais les 127 députés de l'opposition, au lieu d'amplifier leur lutte, se retinrent sur l'Aventin, dans une inactivité qui permet à Mussolini de parer aux dégâts. Il va progressivement consolider son pouvoir, la liberté de la presse est supprimée, l'administration est épurée et rien ne gêne plus désormais la propagande gouvernementale. Un certain succès économique se traduit par une reprise de la production et une baisse du chômage, permet à Mussolini de lancer de grands travaux. Première autoroute en Europe, électrification des voies ferrées, bonification des terres, qui lui valent un grand prestige en Italie et hors d'Italie. Juste pour avoir ces résultats, faut buter des gens. Après, voilà. C'est le moment où se produit une première immigration d'opposants. Certes, leur lutte ne cessera pas, mais il est clair que de l'étranger, leur action sur l'opinion publique italienne sera moins forte. Mussolini en profite pour accroître ses pouvoirs. Aucune loi ne pourra être présentée sans son accord et il peut agir par décret-loi. Il diminue alors les libertés communales au profit des préfets. Des lois d'exception permettent de priver de son emploi tout élément suspect. La loi électorale de 1928 crée des listes de confiance pour la Chambre des députés. La liste nationale, établie par le Grand Conseil du fascisme, est soumise au corps électoral par un plébiscite où on ne peut voter que par oui ou par non. Les élections deviennent ainsi une simple formalité. Telle est la deuxième phase de l'implantation progressive du fascisme. Son triomphe, Mussolini va le savourer, paradoxalement avec la crise mondiale des années 30. Celle-ci frappe durement l'Italie, dont la production industrielle diminue d'1/3 et le nombre de chômeurs dépasse les 1 200 000. C'est alors que, pour surmonter la crise dans un élan de nationalisme, Mussolini révèle ses ambitions expansionnistes. Il lance le slogan des États prolétaires
à qui les nations riches ôtent le pain de la bouche et il réclame une plus équitable répartition des richesses du monde. Il attend de la création d'un empire colonial des matières premières que l'Italie doit se procurer au dehors et un exutoire pour le trop-plein de sa population. Son alliance est alors recherchée tant par les démocraties occidentales que par l'Allemagne nazie. Il joue un rôle de premier plan à la conférence de Stresa et en envoyant des troupes au Brennet, je sais pas ce que c'est, il semble stopper la progression nazie en Autriche. D'accord, ça doit être en Italie du Nord. Dans la conquête de l'Éthiopie, son succès est total. L'hostilité qu'il a rencontrée à la Société des Nations a regroupé les Italiens autour de lui, l'Église en tête, depuis que l'harmonie règne avec le Vatican grâce à la signature d'un concordat. C'est alors que le culte du chef atteint son paroxysme. L'image martiale du Duce casqué affirme, si les murs d'Italie, qu'il a toujours raison. À l'intérieur, Mussolini recherche l'unanimité. Le plébiscite de 1934 fait ressortir 0,15% d'opposants avérés. Le parti fasciste passe de 1 million à 2 millions d'adhérents. Avec l'entrée des chômeurs dans la milice, celle-ci élargit sa base populaire. Le parti cesse d'être un mouvement bourgeois. Il devient incontestablement un mouvement de masse, c'est la phase totalitaire. En fait, la guerre et la quatrième période sera un cruel révélateur du caractère factice, quasi verbal, d'un apparent succès qui masque la grande faiblesse de l'Italie fasciste. Mussolini prétend conduire sa guerre parallèle en Méditerranée, mais très vite, ses revers militaires, en Afrique, en Grèce, le mettent à la remorque de Hitler. L'adoption du pas de loi, la proclamation d'un racisme italien jusque-là inexistant sont à l'intérieur les signes de cette intimidation. Les revers des tensions provoquées par le conflit vont faire naître une crise dont le fascisme périra. En effet, l'effort de guerre a été financé par l'inflation. La condition ouvrière s'est aggravée en salaire réel, en raison de l'augmentation du coût de la vie, moins 300% entre 1943 et 1944, des achats de denrées qui représentaient 25% d'un salaire en 1933. Enfin, c'est 300%, pardon, pas moins 300. On exige 75 en 1943. Donc on reprend les achats de denrées qui représentaient 25% d'un salaire en 1933, on exige 75 en 1943. Mais après, ils vont nous dire que le fascisme en Italie, c'était socialiste. Ben voyons. Faute de manœuvre, la production de blé a baissé, les revenus fixes sont dépréciés et le marché noir sévit. Alors le tissu d'unanimité, d'enthousiasme autour du Duce se déchire. Les petites et moyennes entreprises, son soutien de base, sont plus en difficulté. Les ouvriers de l'Italie du Nord manifestent par de vastes grèves dès mars 1943. En vain, près de 1800 personnes sont-elles poursuivies en mai-juin 1943. Le découragement a gagné les classes possédantes, l'aristocratie, le grand capital. Et ce livre n'est qu'un que sais-je. C'est aux anglo-américains que ce bloc du pouvoir va demander une protection contre le bolchevisme. Mussolini tombe, désavoué par le grand conseil fasciste, arrêté par le même roi qui, la veille, l'avait assuré de son amitié. Personne, pas même la division blindée de la milice, n'essaie de le soutenir. Ainsi apparaît la fragilité du château de cartes élevé par le fascisme. Libéré, réfugié à Salo, Mussolini affirme qu'il revient au socialisme de sa jeunesse. Il n'est plus qu'un satellite de l'Allemagne, et rares sont ceux qui le suivent. C'est abandonné de tous qu'il sera arrêté à nouveau, tué et son cadavre pendu par les pieds exposé au crachat de la même foule qu'il avait vu encensé. Et voilà pour l'évolution du fascisme. Et si je pouvais vraiment vous motiver pour lire le livre de Paxton que je mettrai dans la description, franchement, c'est pour comprendre le fascisme, franchement, c'est pas une doctrine comme le socialisme, comme le libéralisme, etc., voire même le marxisme. C'est pas une doctrine très très élaborée finalement, c'est extrêmement, comme disait Mussolini, quel est le programme du fascisme? C'est d'arriver au pouvoir. C'est aussi, il disait concrètement ça. Donc c'est pas une doctrine vraiment très élaborée, c'est extrêmement démagogique, ça joue sur les sensibilités de chacun. Ça peut avoir un discours très lutte des classes face à des prolétaires et très aristocrate c'était face à des bourgeois quelque part. Donc voilà, c'est pour ça que certains disent oui mais Soral il est marxiste, regarde il parle de lutte des classes. Oui, il parle de lutte des classes, mais en même temps il te parle de collaboration de classe. Bon, à un moment donné, faut arrêter de déconner 2 minutes, quoi. Donc voilà, c'est juste face à un prolo, il va pas clairement dire, écoute, le patron veut t'exploiter, j'ai rien contre en fait. Il peut pas, il est obligé de te mentir si tu veux, pour que t'adhères au projet. Donc voilà quoi, et donc voilà. Donc étudier le fascisme sous l'angle de la dynamique, effectivement,
que le fascisme, quand il est dominé, ce n'est pas pareil que quand il est dominant. C'est extrêmement intéressant. Et franchement, allez lire le livre de Paxson sur le sujet que je mettrai encore une fois en description. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.